Donc les Américains et puis les Chinois sont venus à Genève ce week-end. Ouais. Ça tombe mal, c'était le marathon de Genève, donc la ville était un peu bouclée. Mais ils sont quand même venus négocier. Je crois qu'ils étaient au président Wilson. Et je voulais savoir si tu avais participé aux négociations ou pas. Non, Regardez le carré. non, on n'a pas contacté, mais bon, c'est pas Ah, très sûr. t'as pas reçu une invitation Non. malgré tout Et de... toi, mon toi, t'y étais, bien sûr. Non, non, moi j'étais dans le... j'étais Toi, t'étais au dans la marathon. foule. J'étais dans le marathon, j'étais dans la foule. Non, mais sans rire, tu fais du marathon? Ah non, pas du tout. Ah Pas du bon, tout. Non, c'est voilà. trop. Moi, je me limite au foot. Ça suffit. Bah, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, c'est déjà pas mal. Non, mais le marathon, c'est trop intense. Il faut se préparer pendant 6 mois, une année. On Ouais. finit avec des déchirures musculaires, les pieds en sang et tout. Non, ça va, merci. Non, c'est dur, quoi. Il y a déjà l'entrepreneuriat qui nous met en sang, alors ça va pas encore j'étais C'est pas faux. avec le sport. C'est pas faux. On est en sang. Oh T'as, là t'as, là. t'as pu suivre un petit peu ce qui s'est passé ou pas? Pas du tout. Quel est l'update? On en Donc est où? l'update, c'est que ils ont obtenu, enfin, ils ont obtenu. C'est un petit peu cette guéguerre. Et puis, donc, il y a 90 jours, donc 3 mois de suspension des tarifs. Mhm. Et donc, ça va leur permettre de négocier sur du long terme. Mais au final, pas grand-chose, quoi. C'est un peu le flop au niveau des news. Mais après, on s'attendait que voilà, sur un week-end, ils n'allaient pas discuter en long et en large et puis arriver avec des grosses annonces. Bon, le fait qu'ils se rencontrent, c'est toujours très positif, hein. Tout est mieux que la guerre et le fait qu'ils se parlent, ça veut dire qu'ils ont au moins une pseudo volonté de faire semblant de trouver une solution. C'est très positif. Et puis, à mon avis, il y a un besoin du côté de Trump d'obtenir des tas de conférences de presse et des annonces. Tu vois, c'est très public en fait comme manière de négocier. Et je suis pas certain, je sais pas, ce serait intéressant d'avoir l'avis d'un diplomate professionnel, mais si ça se trouve, c'est toujours comme ça, simplement avec Trump, ça se voit, tu Oui, vois? c'est vrai. Parce qu'il annonce en fait ce qu'il essaie de faire avant, mais c'est très positif qu'ils se parlent, c'est bien. Oui, puis donc ils réduisent les droits de douane donc, sur les produits chinois de 145 à 30% Mmh. et la Chine de 125 à 10%. Donc ça Bon, va. bon, bah, écoute, c'est cool. Ce Je qui est sais int- non, Non, je vas-y, t'en prie, vas-y. vas-y. Non, je disais, ce qui est intéressant, c'est que tu as un peu les soutiens de Trump, les MAGA qui étaient à fond dans oui, Trump, il négocie bien, vous voyez, il leur a mis 140% et au final, maintenant, ça baisse, nanani, nanana. Donc, il réussit en fait à satisfaire son électorat. Ben, une chose, si tu veux, si on prend en fait énormément de recul, moi je ne suis pas assez spécialiste des barrières tarifaires et de ce genre de choses pour avoir vraiment une opinion éclairée, mais j'ai le sentiment que, si tu veux, toute l'administration Biden, elle s'est dit, bon, bah voilà, il y a un problème de pauvreté pour l'Américain moyen aux États-Unis, et en fait, ils s'en fichaient. Et c'est toujours cette excuse qu'en fait, on va rien pouvoir faire. Tu vois? Cette espèce de c'est un petit peu comme si tu pataugeais dans la semoule ou que tu étais prisonnier de la mélasse comme une espèce d'abeille qui serait, engluée Ouais. dans la mélasse et toujours ce message que bon, ben, oui, ben, alors on a bien compris, on va s'occuper de vous, mais en fait, on fait rien et je pense que ce qui joue au discrédit, si tu veux, de Trump, c'est qu'en fait, je suis pas certain que sa méthode, elle sera si efficace. Mais mon sentiment, c'est qu'en fait, il essaie, tu Ouais. vois? Il est sur beaucoup de dossiers, heu au dans le Middle East, en Ukraine, avec la Chine et cetera et qu'il a vraiment si tu veux, l'intention, hein, tu sais, on dit quand on fait quelque chose, quelle est l'intention qu'on met derrière? Est-ce qu'on souhaite que ça réussisse? Est-ce qu'on souhaite, en fait, apporter un changement? Et j'ai le sentiment qu'il est, à la fois courageux et très volontaire pour essayer d'adresser ces problèmes. Maintenant, est-ce que la méthode va fonctionner? Ça, j'en ai pas la moindre idée, mais j'ai le sentiment il est vraiment aux manettes pour essayer de faire quelque chose de bien et qu'il est parfois maladroit.
Mais il a au moins il met cette énergie et cette intention pour essayer de faire en sorte que ça progresse et ça, c'est quand même à mettre à son crédit. Je suis d'accord avec toi, surtout que c'est le dossier le plus épineux en tout cas, Mmh. la guerre technologique et commerciale Ouais, avec la avec la Chine. Chine. Mais d'un autre côté, si tu veux, il y a quelque chose qui me frappe énormément. Moi, j'ai pas, énormément d'expérience dans les si tu veux, dans les usines en Chine, mais quand même chez Logitech, on avait une assez grosse usine avec quelques milliers, d'employés, locaux. Donc je vois un peu l'ambiance, hein. Il faut que les gens ils imaginent, hein, il y a une espèce d'autoroute à 8 pistes des 2 côtés, puis tu as des usines de tous les côtés. C'est un truc donc c'est complètement dingue. On n'a pas à nulle part en Suisse ou en France des autoroutes aussi, vastes, avec des pendant des kilomètres et des kilomètres, des usines des 2 côtés. Donc le 1er point, c'est qu'en fait, les usines en Chine, elles sont, incroyablement performantes. Ils sont vraiment, 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 vraiment forts et puis le deuxième point, c'est que, ce sont des jobs qui sont quand même pénibles. C'est pas le walala du contentement du travailleur que de travailler dans une usine, à la chaîne. Je veux dire, c'est dur comme job et on oublie un petit peu, hein, maintenant on s'est mis dans le mode, on dit: «Ben non, il faut que ces jobs, ils reviennent aux États-Unis». Je suis pas du tout sûr que les Américains, ils soient d'accord de faire ça, premièrement et ma seule expérience d'avoir travaillé moi comme, usineman, à la chaîne, je sais pas, je devais avoir peut-être 15 ans, quelque chose comme ça et j'ai travaillé pendant 2 3 semaines un été, à la chaîne dans une pharma qui packageait des pastilles pour, sanitize, pour, rendre l'eau, non potable, potable. Donc c'est des trucs Ok. pour l'armée en fait, tu es là, tu es dans la nature, tu trouves de l'eau, elle est pas trop consommable, puis tu mets une pastille dedans avec du chlore et je sais pas quel autre produit chimique, puis ça te la nettoie. Et du coup, on devait faire ça toute la journée, donc tu as des petites pastilles que tu mets dans des petits sacs. Oui, c'est vrai, hein. Et en fait, j'étais là, il y avait en fait que des dames en fait qui travaillaient à la chaîne et il y avait une espèce de petit, capot, local, qui prenait un malin plaisir à nous torturer. Tu fais ça pendant 3 semaines, tu perds 25 points de QI tellement c'est abrutissant. D'accord. C'est vraiment dur. C'est pas juste, «Ah trop chouette, je vais à l'usine, je vais travailler à la chaîne, c'est vraiment bonnard». Non, tu rentres le soir, tu peux même Tout plus co- fermer la bouche, tu sais même plus ce que tu penses et ça me frappe beaucoup parce que j'ai un peu le sentiment qu'en Europe et qu'aux États-Unis, on a un petit peu oublié pourquoi en fait on s'était aussi, un peu, on avait sous-traité tous ces jobs à la Chine et qu'on s'en était débarrassé, c'est que c'est pénible. Ouais, et là, je disais sur une note un peu moins drôle, tu comprends que dans certaines usines chinoises, il y a des suicides et tout, justement, tellement le travail est, est horrible. Ben, c'est avilissant et c'est pas quelque chose qui élève donc je sais pas, moi je suis un assez gros fan de la robotisation et de la délégation de ce genre d'assemblage à la chaîne. C'est pas du tout l'artisanat. L'artisan qui fabrique des souliers en cuir et cetera. Mais enfin, qui s'achète des pompes en cuir cousues par un mec qu'il connaît? Tu vois? Bah, toi, C'est bien fini, sûr, ça. toi Younes, mais parce que voilà, tu es un mec, tu es dans l'écologie, tu es dans la durabilité, mais à part toi, je connais personne. Tu te couds tes Les propres chaussures en habits. croco. Bah, bien sûr, tu tu vas, tu chasses un croco, tu dis: «Bah, voilà celui-là». Après Je vais devoir témoigner et montrer mes vieilles New Balance à c'est l'écran. ça, c'est ça. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est l'artisanat, en fait, c'est très différent de la production industrielle et la production industrielle, ma foi, les robots, c'est vraiment chouette parce que sinon c'est très, très ennuyeux pour les humains parce que tu fais tout le temps la même chose, tu vois? Et je suis pas sûr que l'avenir de l'humanité, ce soit d'essayer de revenir à des jobs ultra, enquiquinants et pénibles pour le corps et pénibles pour l'esprit. Ça, c'est un truc qu'on dit pas tellement, mais alors moi, je veux pas non plus faire le malin, parce que j'ai travaillé 3 semaines à la chaîne, mais n'empêche que j'en ai un souvenir, marquant. Pourtant j'ai fait plein de jobs en étant, tout jeune et celui-là, c'était le pire, hein. Tu as un fan Ouais, qui tu vient de comprends. saluer, c'est beau.
les collègues au bureau. Bien sûr, des fans, appelons-le des fans. Sois pas comme ça modeste. On va pas altérer la vérité. Bah, d'ailleurs, entre parenthèses, il y a plusieurs personnes qui nous a demandé si on pouvait faire des lives. Donc, ça pourrait être intéressant On ferait pour rendre ça. la On, discussion un peu on- plus interactive. on va faire ça. Le problème du live, là, il faut qu'on fasse appel à la communauté parce que s'il y a deux personnes qui sont en l'occurrence deux personnes, euh, j'ai essayé d'éteindre ces trucs, mais attends, est-ce C'est que ça déclencher les j'ai ballons. déclenché les ballons. Non, ça marche pas. Tu vois, on ne peut pas faire exprès. Mais en fait, s'il y a que deux personnes qui nous suivent, c'est vraiment triste, hein, Ouais, tu c'est vois. vrai. Mais on le fait, on se jette à l'eau. On est comme les employés de Foxconn qui sautent de la fenêtre. On se jette en espérant avoir un filet. Et justement, c'est le sujet du jour. Mais avant de jumper justement dans Foxconn et puis Mhm. leur incroyable prouesse technologique, je sais pas si tu as vu la bombe que Trump a signée hier. Ah Donc, il non. a signé un décret et c'est incroyable parce que ça va toucher la Suisse de dingue. Donc, c'est un décret exécutif visant à réduire le prix des médicaments aux US Mhm. en les alignant sur les prix les plus bas pratiqués dans les autres pays développés. Donc, en gros, je sais plus, ils ont combien de jours? Donc, ça donne 30 jours aux fabricants pharmaceutiques pour proposer des prix alignés sur les autres pays. Ouais, mais c'est Et très bien. Il a raison. donc, ils ont dit, ils en ont marre de payer plus que les autres pays. Et puis, en gros, si Roche, Novartis Ouais. et Mais compagnie, les entreprises baloises, elles baissent pas leur prix, alors là, moi, ils vont se faire chier. j'ai un regard extrêmement sévère sur l'industrie de la pharma parce que c'est vraiment une industrie de la pharma qui est for profit et qui se fiche éperdument de la bonne santé des gens. J'ai quelques éléments. Les États-Unis, c'est le pays au monde où par tête d'habitant, on consacre le plus de ressources à la santé. C'est de l'ordre de 17% du PIB, ce qui est énorme. Et c'est un pays où l'espérance de vie diminue et où la mortalité infantile remonte. Typiquement maintenant en Russie, la mortalité infantile, elle est plus basse qu'en France. Ah ouais, 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 ouais. ok. Donc, j'ai écouté une émission d'Emmanuel Todd l'autre jour. C'est un grand démographe et on va dire un psycho-historien. C'est un type extraordinaire. Je redis son nom, Emmanuel Todd, T-O-D-D. C'est un gars absolument génial. Il faut vraiment le suivre et l'écouter. Et en fait, les systèmes, on va dire, de santé occidentaux, ils sont pas si performants que ça parce qu'en fait, ils sont plus destinés à soigner ou à faire que les gens soient bien. Ils sont destinés à faire du pognon. D'accord? Donc en fait, quand une industrie, elle se met à plus remplir le but qu'on lui avait fixé, il faut que le politique intervienne. Donc moi, je ne trouve pas du tout cette décision choquante. D'autre part, les pharma disent tout le temps qu'en fait, ils dépensent des 1000 et des cents, pour faire de la recherche et du développement, mais c'est de loin pas le premier budget qu'ils ont. Ils dépensent surtout en marketing, ils essayent de recatégoriser des molécules anciennes pour, reobtenir un brevet. Donc, c'est vraiment une mafia qui ne compte que sur l'argent. Et d'ailleurs, si tu regardes quel est le secteur économique ou l'industrie qui est la plus condamnée, ce sont les pharma. Là, tu penses, avec Ah l'IA? ouais, ouais, ouais. Non, non, si tu regardes, par exemple, je sais pas, imagine, je sais pas, tu as un pétrolier qui va essayer de faire des explorations dans je sais pas quel pays, puis ça guerroie un peu, et cetera, et cetera. Puis après, ils sont condamnés. C'est-à-dire, il y a des entreprises qui font des choses qu'on ne devrait pas faire, puis elles sont condamnées par la justice. Mais en termes d'amende, les industries les plus condamnées au monde, c'est la pharma. C'est vraiment une dinguerie et ce sont des amendes qui sont de l'ordre des centaines de millions et des milliards. Donc si tu veux, ils caracolent en tête. Ça veut dire qu'est-ce que ça nous indique qu'en fait, ce soit l'industrie la plus condamnée? Ça veut dire évidemment qu'elle est régulée, mais ça veut surtout dire qu'ils trichent souvent. Donc en fait, ils arrivent à se présenter comme ça, comme étant de saints chevaliers blancs, galopant sur leur destrier, mais je pense pas que c'est le cas. Et à partir du moment où, en fait, cette industrie pharmaceutique, elle produit plus de résultats. Regarde aussi le prix des médicaments pour les maladies orphelines. Il y a absolument aucune volonté de faire du bien à l'humanité. Donc je pense simplement que maintenant il faut effectivement, taper du poing sur la table et l'autre, argument, c'est que
euh, ils ont pas, si tu veux, ils ont un intérêt à trouver toujours des nouvelles molécules qui peuvent protéger pendant 20 ans, mais des choses comme l'IA, ce truc Isomorphic Lab, qui est un spin-off de Google DeepMind qui trouve des molécules, ça va leur faire l'extérieur aussi. Parce que les pharma aujourd'hui, ce sont des outils de production et de marketing des molécules. Mhm. Mais ils raisonnent en dollars ou en euros ou en francs suisses, mais ils raisonnent pas en termes de est-ce que les gens vont vivre plus longtemps et mieux. Ouais. Donc je pense qu'il faut simplement remettre du bon sens. L'autre truc, c'est qu'en fait, la R&D des médicaments, elle est faite par les universités, c'est payé par le public. Et puis la commercialisation et le profit, il va dans des mains privées. Donc, si tu veux, c'est un modèle de on va dire, qui est un petit peu discutable. Donc, à partir du moment où la recherche, elle est très souvent payée par des fonds publics, il n'y a absolument aucune raison qu'après, ils puissent décider du prix de manière libre et sans contrainte. Je ne vois pas pourquoi. Donc toi, tu vois d'un bon œil justement, Oui, bien sûr. par exemple, Oracle via Larry Ellison te dit que justement ils vont pouvoir soigner des cancers, enfin et se mettre dans la santé justement pour Ben, si tu veux, c'est une saine concurrence. En fait, les pharma, elles avaient une espèce de monopole, ce qui leur permet de fixer le prix qu'elles voulaient. Et puis en plus, c'est remboursé par les systèmes de sécurité sociale. Si on était dans un vrai marché, personnellement, je pense pas que la santé, ce soit un marché. Parce que si tu es toi-même malade, tu es dans une position de faiblesse. Si tes enfants sont malades, tu vas tout faire pour essayer de trouver une solution. Donc, c'est pas un marché. C'est pas comme, est-ce que j'achète une voiture avec un petit moteur ou avec un gros moteur? Est-ce que je loue un petit bureau désagréable ou un grand bureau très, très luxueux? C'est pas quelque chose où en fait on peut faire tellement de choix. Les gens, les femmes qui ont un cancer du sein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elles doivent se soigner. Donc, je pense que c'est faux en fait de le voir comme un marché. Hem, les endroits où c'est vraiment développé, l'Angleterre, les États-Unis, on voit que ça marche pas. On sent très bien qu'en Suisse, le système de santé, il commence on va dire à à pécloter. On voit Mhm. en fait que ça commence à même pour les médecins, ça commence à devenir difficile d'obtenir les bons rendez-vous. Donc en fait, c'est tout un système, c'est pas du tout pour critiquer les médecins, c'est pas pour critiquer les pharmas, c'est juste qu'en fait, on a un ensemble qui est extrêmement complexe et puis qui marche un peu sur la tête. Et puis si toi et moi, on était, dans une pharma ou qu'on était médecin ou qu'on était pharmacien ou qu'on travaillait dans une assurance, maladie, eh ben, on prendrait le chèque. Ben oui, parce que ce sont des hommes et des femmes et on C'est la vérité. et mais c'est la vérité et si on te dit, tu c'est comme ça, c'est la nature humaine. Il faut pas reprocher aux gens qui sont dans une certaine situation de pas être de preux chevaliers blancs. C'est complètement absurde. Par contre, on est dans un système, en fait, qui arrive plus à produire des résultats et je pense que les gens le sentent, en fait. Les gens sentent bien, en fait, qu'on arrive au bout d'un truc et là, le fait que Trump parce qu'ils ont quand même tu vois, les États-Unis, ils achètent beaucoup, beaucoup de médicaments. Le fait qu'ils tapent du poing sur la table, ça va permettre à des tas de gens de le faire. Et ma foi, si les entreprises pharma, elles font des bénéfices ou des profits qui sont un tout petit peu moins dingos, et c'est la fin du monde. Et je ne pense pas. Ah, Tu puis vois. surtout que lui, il dit il va baisser de 30 à 80%, voire 90% le prix, Mhm. et que lui, il veut payer le même prix que tu vas payer une molécule au Bangladesh. Il dit pourquoi les États-Unis, on devrait payer plus alors que Oui. c'est ça le délire. Et il y a aussi un des coûts, un des gros coûts justement, tu parlais de la R&D, mais tu as aussi dans tout ce qui est commerciaux. Mhm. On m'avait dit que par semaine, c'est à peu près 100 000 visites aux médecins chez Novartis. Ouais. Donc les commerciaux de Novartis, ils font 100 000 visites par semaine, Ouais. globalement. Alors, il y a les visites aux médecins, puis moi, je veux pas rentrer trop dans les détails, mais je peux te dire qu'il y a quelques années, tu recevais des gros saumons, hein. Ok. Ah ouais, ouais, ouais. Des jolis voyages, des congrès, des croisières, bien sûr, c'est clair et ça a été montré en fait, ça fonctionne. Quand tu files des commissions, des gratifications, des petits services entre amis, ben, les médecins ont tendance à plus prescrire. C'est totalement scandaleux. Si tu regardes aux États-Unis, il y a la possibilité de faire de la publicité pour les médicaments, tu vois? Ok, d'accord. Ouais. Ouais.
Si tu regardes une molécule comme je crois que c'est le nom d'un médicament, mais le Panadol, en fait, c'est le nom d'une marque pour la molécule qui est du paracétamol. Oui, Mais on devrait dire que le paracétamol, ça coûte tant, puis s'il y a une marque dessus, bah, voilà, c'est ouais, qu'est-ce ouais. que ça change? Alors, fais l'expérience une fois. Tu vas dans un Sun Store, puis tu dis: J'aimerais le paracétamol, mais il faut connaître nom de la molécule, il faut prendre le générique». Et là, en fait, il y a toute une industrie du marketing qui essaie de faire croire aux gens que s'ils n'ont pas la molécule avec un une boîte plus jolie et cetera et Ouais, ouais. cetera, alors ils seront moins bien soignés. C'est fou Et et tu as à vu le la Dafalgan, entre parenthèses, le Dafalgan, il a doublé, je crois. Maintenant, la boîte, elle est ouais, passée à 4 ou 5 balles, un truc comme mais ça. c'est beaucoup, beaucoup plus cher que la molécule, ça s'appelle Ouais. paracétamol. Donc, Oui, voilà, il y a qu'à prendre ça et en fait, si tu veux, cette espèce d'idée qu'en fait, tu vas faire du marketing sur le nom d'un médicament. mmh. Mais bien sûr, ça se met au fond de nos cœurs. Moi, j'ai des enfants. Quand tu as un bébé qui est malade, tu veux la molécule parce que tu te dis: «Waouh, waouh, waouh, faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on fasse le max». Tu as déjà ressenti ça, c'est sûr, on est tous comme ça, Bah oui. c'est normal. Mais en fait, il faut remettre un peu de science et puis enlever beaucoup de marketing et redonner le pouvoir aux médecins. Moi, je suis un grand fan de ça. Je pense que si on laisse les médecins soigner, ça se passera beaucoup mieux. Je suis d'accord avec toi. Pour fermer cette petite parenthèse tarif US, aujourd'hui, le sujet du jour, c'est la Chine. Et on va faire plusieurs séries sur les innovations technologiques chinoises. Aujourd'hui, on parle de Foxconn, donc le géant qui assemble nos iPhones, nos Android, etc. Et enfin, enfin, la première news de ouf, c'est que ils produisent par jour dans leurs usines à Chengdu 500 000 iPhones par jour. On devrait aller faire un live là-bas, Ouais, je suis d'accord avec toi. non? Et donc, ça fait à peu près, enfin, de ce que disent, ce que j'ai pu lire dans les articles et tout, un smartphone, enfin un téléphone par seconde. Ah, c'est fou. Mais ça veut dire qu'en fait, ce sont des chaînes hautement automatisées. Il faut pas oublier non plus que, Apple, ils essaient en fait depuis un moment de produire les iPhones au Vietnam, mais ils ont du mal, hein. Ils sont vraiment forts, Foxconn, hein. Ils font vraiment du super boulot. C'est dur de produire, de manière qualitative, de manière répétée. Ouais, C'est ouais, très dur. ouais, ouais. Moi, il y a un autre chiffre qui m'a complètement renversé. Ils ont, 180 000 stagiaires. OK. Non, mais tu imagines? 180 000, c'est quoi? C'est la ville de Lausanne? Non, je sais pas. Non, mais 180 000 stagiaires, C'est incroyable. c'est une dinguerie, non? Donc en fait, on se rend pas compte, mais ce sont des entreprises qui sont absolument gigantesques, bon, qui ont été quand même terriblement soutenues par le gouvernement chinois, hein. C'est pas juste un trait de génie, des fondateurs. Ils ont été Mmh. soutenus à grands coups de support financier et de mesures, macroéconomiques en dévaluant toujours le yuan. Donc c'est pas juste arrivé comme ça par hasard et aussi la dérégulation, c'est-à-dire qu'il y a certainement eu, des tas de malheurs en termes d'écologie, de respect des droits humains et cetera et cetera. Ça s'est pas juste fait, par talent pur, mais n'empêche, aujourd'hui, ils sont très, très bons et puis une autre chose qu'il faut voir, c'est qu'en fait, quand tu as Foxconn dans une partie de la Chine, tu as toute une série de fournisseurs autour, tu vois? Oui, Si maintenant tu prends Foxconn et que tu le mets ailleurs, bah, tous ces fournisseurs, en fait, ils doivent envoyer leurs produits. Ça complique beaucoup la supply chain et le fait que tout le monde soit à un même endroit, c'est en fait extrêmement pratique et ça rend les choses, plus à la fois moins chères, enfin, plus rationnelles économiquement et plus efficientes. ouais, tu parlais des subventions, ils ont pris 1,5 milliard de dollars Ouais. pour quand ils se sont lancés. Donc en fait, pour donner un peu d'histoire, ils ont, enfin le gars, il s'appelle Thierry Gou, il a démarré en 1974 avec 7 500 $ à Taïwan. Il fabriquait des boutons pour les télés. Ensuite, il s'est implanté en Chine en 88 à Shenzhen, attiré par des salaires à 2 dollars par jour, comme tu disais, et une main-d'œuvre et des subventions. Et en 2023, Foxconn est la 20e plus grande entreprise au monde avec 192 milliards de chiffre d'affaires.
produisant 40% des gadgets de la planète, donc des iPhones au PS5, Mhm. etc. C'est quand même incroyable. Maintenant, ils se lancent dans les véhicules électriques et les batteries et l'IA, et puis ils ont même lancé une usine aux États-Unis. Mhm. Bon, alors ça, c'est pour faire plaisir à qui on sait, mais s'il y avait un truc que je trouve étonnant, c'est qu'en fait, même le communisme capitaliste chinois, en fait, il s'exporte aux États-Unis et ils ont quand même leurs intérêts bien sentis, hein. Ça, personnellement, je pense que ça n'arrivera jamais parce que un des trucs qui fait en fait la qualité, c'est la discipline du personnel. Et non seulement en Chine, en fait, il y a beaucoup moins de règles. Donc, c'est pas bien, en fait, pour les employés à la chaîne chez Foxconn, ça c'est clair. Mais en plus, il y a quand même en Chine l'idée que c'est le groupe qui compte un peu plus que l'individu. Tu vois, Oui. il y a en Europe ou aux États-Unis, on pense qu'en fait, ben voilà, Younes c'est Younes, Pascal c'est Pascal, c'est l'individu qui compte, il faut respecter ses droits, etc. En Chine, il y a quand même beaucoup plus l'idée qu'en fait, le groupe compte. Donc, en fait, se sacrifier pour l'effort du groupe, c'est quelque chose qui est beaucoup mieux accepté, beaucoup plus raisonnable. Et je pense que quand tu fais les choses comme ça, quand tu as 180 000 stagiaires, je ne sais pas si tu vois le nombre de cars que ça remplit. Enfin, j'entends, il faut les loger, c'est une logistique qui est absolument folle. Et de faire les choses à cette échelle, ça déshumanise quand même un peu, enfin, ça réduit un tout petit peu ton sentiment d'être un individu qui compte. Tu vois, j'imagine, hein. Mhm. Et du coup, oui, c'est une réussite qui est absolument phénoménale, mais ils ont un talent de fou. Il faut aussi voir qu'il y a beaucoup plus d'ingénieurs qui sont formés en Chine qu'aux États-Unis, pas seulement en nombre, mais en pourcentage. Tu vois, aux États-Unis, en fait, si tu veux gagner un peu d'argent, tu dois te rapprocher du dollar. Tu dois devenir avocat ou tu dois aller travailler à Wall Street dans les fonds d'investissement. En Chine et en Russie, en fait, le métier d'ingénieur, il est beaucoup, 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 beaucoup plus pratiqué. Ce qui fait que comme il y a plus de gens qui s'intéressent à la technique, il y a aussi des usines qui fonctionnent mieux. Il n'y a pas tellement de miracles, tu vois. Donc, on est moins sur le PIB du tertiaire où on ne sait pas trop comment on a créé de la valeur. Et on est beaucoup plus sur primaire, secondaire où en fait, on fabrique des choses. Euh, c'est plus là qu'est l'ingénierie. Donc, je pense que c'est vraiment un truc collectif. Pour rebondir sur le nombre d'ingénieurs, ils en produisent 10 millions par an Mhm. en Chine. Ouais. C'est comme si la totalité de la Suisse, plus 2 millions, Ouais. sortait ingénieur. C'est Et puis, incroyable. il y a ça, mais après, il y a le nombre de gens mettons, toi et moi, on fait des études d'ingénieur, mais après, qui travaille comme ingénieur? Réellement faire un travail d'ingénieur, tu vois? Et en fait, dans les pays développés, le travail d'ingénieur, en fait, c'est un travail qui est pas forcément hyper valorisé ou très bien payé. Et contrairement en fait à la Chine et la Russie, où en fait c'est vraiment un truc très très reconnu. Euh, je pense que en partie, si tu veux, c'est parce que l'Occident, n'ayant plus d'usines ou moins d'usines ou peu d'usines, là, produisant peu de choses, on a vu pendant le Covid, on fabriquait plus des masques. Si tu veux comment, on fabrique pas des masques, mais il y a toujours pas d'usine de masques, hein. Tu vois, on a, on a fait des grands cris d'Orphée pendant ce moment-là, et en fait, rien n'a changé. Parce qu'en fait, une usine de masques, c'est très enquiquinant. Et du coup, euh, on s'est éloigné en fait du réel. Et on le voit en fait dans le système politique européen, c'est spécialement criard. En fait, on croit que le discours, c'est l'action. Et c'est faux. En fait, on peut raconter des trucs, mais ça n'a pas forcément de prise sur le réel. Alors qu'en fait, quand tu as plein de gens qui travaillent dans des usines, qui doivent livrer des iPhones, il y a une espèce c'est la gravité du réel qui en fait s'incarne et puis qui encourage les gens en fait à faire des choses qui sont tout à fait concrètes. D'où les usines, d'où l'industrialisation, d'où le nombre d'ingénieurs. Parce qu'il y a des débouchés. J'aimerais avoir ton point de vue là-dessus parce que si on step back, donc tu as Apple, une des plus grandes entreprises au monde avec la plus grande capitalisation boursière, Mhm. euh, qui est un géant de la tech, et à un moment donné, ils produisent pas en fait toute la partie hardware.
Mhm. Donc, ils font le design, ils font la conception et ensuite, ils sous-traitent ça à la Chine. Mhm. Enfin, comment on est arrivé là, quoi? Parce qu'il y en a, ils te disent oui, parce que le prix de l'iPhone, sinon, est passé à 3 ou 4 000 balles. Mais enfin, c'est incroyable Ben, que tu sois ouais. aussi dépendant de la Chine, quoi. Oui et non, en fait, c'est la mondialisation. En fait, si tu veux, c'est un petit peu comme dans le sport ou dans le spatial où, en fait, bah, typiquement, aujourd'hui, les Américains et les Russes, ils continuent à collaborer pour envoyer des gars dans l'espace. En fait, c'est OK. Il y a toujours des domaines où tu collabores. Je pense qu'il faut voir ça un peu autrement. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, quand tu es industriel, si tu arrêtes de produire, au bout d'un moment, tu perds le savoir-faire. Tu sais plus. Tu C'est arrives comme si plus. Rolex faisait ça, non? Ouais, ouais. Non, 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 mais il faut produire, c'est hyper important. Mais produire en masse des devices électroniques, ça pollue énormément, c'est très enquiquinant, et cetera. Et puis le fait de le faire en Chine, c'était moins cher. Ce sont des en Apple, c'est une entreprise à but lucratif et moi, je pense que la manière dont il faut l'interpréter, c'est qu'en fait, l'État-nation, il est lié à un territoire. Tu as les États-Unis, voilà, c'est l'Amérique du Nord, la Suisse, elle est en plein milieu d'Europe, la France, elle a des mers enfin, il y a l'outre-mer, mais disons, les nations, en fait, elles sont liées à un territoire et en fait, chacun voudrait fabriquer ses avions, fabriquer ses masques, et cetera, et cetera. Ça marche pas très bien. C'est très Mm. dispendieux, c'est pas efficient. Et puis du coup, il y a cette grande vague de mondialisation qui a pris son essor à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50, enfin, en 45. Et puis là, on a commencé à échanger des biens, des services, et puis l'argent a pu circuler sur la planète. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les entreprises qu'on nomme avec pudeur multinationales, c'est pas qu'elles agissent dans plusieurs pays, c'est qu'elles sont plus liées à un pays Ouais, c'est du une tout. jolie nuance. Tu vois? C'est En fait, on le dit comme ça, une multinationale, en fait, elle a son siège à quelque part. Bah, c'est là qu'elle va payer des impôts, et cetera, et cetera. Il y a un peu plus de R&D, il y a 2-3 jobs un petit peu plus sophistiqués et un peu mieux payés. Mais en fait, les entreprises comme les gens très riches, en fait, ils peuvent décider du pays dans lequel ils vont aller vivre. Comme l'UBS. Ouais, tu Ils ont menacé de quitter la Suisse si ça devenait trop strict. Ouais, mais je pense pas qu'ils vont le faire parce qu'en fait, ils ont un intérêt pub et marketing à être suisse, etc. Et puis, ils ont aussi un plus grand impact sur la Suisse que s'ils allaient, par exemple, aux États-Unis. Mais ils ont besoin d'avoir accès aux capitaux, ils sont cotés au SNI, est-ce que c'est une place boursière qui est assez grande? Enfin, il y a plein de considérations. Moi, je pense pas du tout qu'UBS va partir. Au contraire, c'est une super banque. Moi, je pense qu'ils sont bons. Donc c'est un des grands trucs et je trouverais très dommage en fait qu'ils quittent la Suisse parce qu'on perdrait énormément de savoir-faire en termes bancaires, hein. C'est quand même un métier, la banque, que toi tu connais, tu es banquier. J'aime bien dire ça. T'aimes bien dire ça. Ouais, c'est vrai. J'ai arrêté, non, j'ai arrêté la banque, c'est Mais ouais, mais quand même, t'es banquier, quoi. 2014-2013. T'es quand 2014-2013. même banquier. De mon point de vue, t'es banquier, Dans Younes. l'âme. Je sais, ça te flingue, Ah ça non, te flingue auprès de tes potes, mais t'es quand même ah le bah, banquier. tu sais, quasiment tous mes potes, ils sont en banque. Mais ben voilà, Ouais. non seulement tu es banquier, mais tu Tu vois. Et traînes je que suis les entouré de banquiers. banquiers. Tu vois, voilà, Dans tu mon es équipe entouré de de foot, j'ai banquiers. pas mal de banquiers. Voilà, c'est la banque. Donc en fait, le savoir-faire bancaire, c'est quand même cool. Et alors, ce que je voulais Bien. dire, c'est qu'en fait, il y a eu une époque où en fait, les entreprises, elles étaient vraiment nationales. Elles avaient un territoire, il y avait pas tellement de possibilités de s'étendre et d'aller où on voulait. Mais regarde par exemple la structuration du non-paiement d'impôts de Apple qui a monté une société en Irlande, société dans laquelle en fait il y a tout l'IP, donc les brevets. Puis c'est à cette société qu'on reverse des profits quand on vend un iPhone en France, en Suisse ou en Belgique. Et puis du coup, en Irlande, en fait, c'est absolument pas taxé ou extrêmement peu. Et puis du coup, ces espèces de géants multinationaux, ils payent pratiquement plus d'impôts. Bah, c'est exactement comme pour les gens extrêmement riches. Absolument. Si tu as, je sais pas, 100 millions, 500 millions ou 1 milliard, en fait, tu vas faire un trust dans le trust du machin. Je sais pas comment ça marche exactement, mais en fait, tu payes moins d'impôts que si tu es salarié à Genève. C'est quand même un gros scandale. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les gens très riches ou les entreprises multinationales très riches, elles ont la possibilité de se déplacer. D'accord? Quand Ouais. tu es quand tu employé de banque à Genève, tu peux pas dire: «Bah, demain matin, je vais me relocaliser aux îles Nassau».
Non, tu peux pas. Tu peux pas. Donc, en fait, tu es prisonnier d'un territoire. Donc, en fait, là, on te traite. Et puis, quand C'est très excellent. ouais, Mais c'est juste. c'est comme une vache. Tandis que, en fait, quand tu es très riche, que tu sois un individu ou que tu sois une entreprise, eh bien, tu deviens multi. Tu as 3 passeports, tu vas ici, tu vas là. Puis s'il y a un pays qui t'enquiquine un peu, tu dis: «Écoutez là, faut qu'on parle, hein, parce que c'est pas très bon, hein, ça c'est pas bon pour votre dossier», tu vois? Et je pense que c'est simplement ce à quoi on a assisté. Donc, je pense qu'il faut pas le voir, si tu veux, comme Apple étant une entreprise américaine. Il faut voir Apple comme étant, une machine à cash qui en l'occurrence est cotée au Nasdaq, qui a évidemment des liens privilégiés avec les États-Unis. C'est quand même la Californie qui a fait cette révolution du digital, bien. Mais maintenant, en fait, je pense que Foxconn est aussi américain que Apple chinois, Mmh. tu vois? C'est du Ouais, c'est marketing. bien. C'est du marketing, ouais. Ouais, Marketing branding, en fait. exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça que maintenant, bah, Depuis d'ailleurs 40 Foxconn, chaînes. maintenant, ils vont faire des voitures, ils vont s'établir aux États-Unis et cetera et Ah, cetera. puis ils ont dit que les voitures, ils allaient pas les faire en leur nom propre. Ils vont faire des partenariats avec Ouais. Nissan, exact. C'est un white label, manufacturing, mais si tu veux, ils deviennent l'usine du monde. Et en fait, la différence entre Apple et Foxconn, c'est qu'en fait, en Chine, à mon avis, si tu fais un peu trop le loulou, puis tu prends un peu trop tes aises, tu te fais attraper, hein. Tu sais, il y avait Jack Ma, il avait critiqué un peu la Ouais, grave. régulation financière, il a disparu pendant 3 mois, c'est pas bon. Et 3 donc ans, 3 ouais, ans, un truc. 3 ans, 3 ans. Donc nous, on a la chance de vivre dans des pays où en fait, on peut s'exprimer, où on est libre. Donc en fait, les entreprises, elles prennent plus leur aise, tu vois? Mais je pense que le terme multinational, c'est pas une entreprise basée à un endroit qui se met ailleurs, c'est une entreprise qui est de partout et de nulle part. Ouais. Et justement, tu en penses quoi de Foxconn qui accélère et puis qui veut devenir un titan des véhicules électriques, visant 10% du marché mondial? Écoute, le truc, c'est que la manière dont il faut y réfléchir, c'est la suivante. Si, mettons, nous, on monte un business, on fait, qu'est-ce qui serait bien? 10 millions de chiffre d'affaires par année. On n'est que les deux dans cette entreprise. On se sort un joli salaire, tatati tatata. Là, on peut dire, bon, ben, ok, les mecs, on est bien, on va pas forcément essayer de grandir. Mais quand tu es dans un business comme celui de Foxconn, où tu investis des milliards pour construire de nouvelles usines, tu engages des centaines, 180 000 stagiaires, c'est quand même pas rien. Ça donne une idée de l'échelle du truc. Ben, ils font quoi comme chiffre d'affaires? Tu sais? Ouais, attends, je l'ai dit au départ, c'est 192 milliards de chiffre 192 d'affaires. milliards. Donc, en fait, on va simplifier, on veut dire qu'ils sont à 200 milliards par année. On dit en moyenne qu'une entreprise ou qu'un individu, il travaille entre 200 et 220 jours par année. Donc, en fait, par jour travaillé, si on enlève les vacances, ils font 1 milliard. C'est quand même, c'est déjà de la belle boîte, hein. Je Tu simplifie m'étonnes. un peu, mais c'est pour donner les ordres de grandeur. Donc, en fait, Alors chaque que c'est jour, super robotisé en ouais, plus. ouais. Donc, chaque jour travaillé, en fait, ils font un chiffre d'affaires, c'est pas un profit, mais de 200 milliards. Donc là, si tu veux, si tu es à, je sais pas, quelques pourcents de marge nette, c'est déjà joli. Quand tu es à 200 milliards de chiffre d'affaires, tu vas pas te mettre à faire des effaceurs pour tableau blanc parce que ça coûte 30 centimes à fabriquer et que même si tu manges tout le marché mondial, ben, on verra pas l'augmentation de chiffre d'affaires ni de profit. Donc, en fait, un des pièges des entreprises qui sont très grandes, c'est qu'elles sont obligées de se mettre dans des niches ou dans des domaines ou dans des marchés. En anglais, on dit move the needle. Tu vois? Donc, si, Ah, si, si Foxconn, en fait, ils rentrent dans un marché et qu'ils font un chiffre d'affaires supplémentaire de 1 milliard, bon, ben, Younes et moi, on prend. Un marché à 1 milliard, on prend. On est là, on est disponible. Tu es d'accord? c'est clair. On est là. Parce qu'on est à 10 millions dans notre exemple. Donc, en fait, 1 milliard, c'est 100 fois plus. Donc, en fait, on accueille ça les bras ouverts et on laisse même tomber notre précédent business. OK? C'est un peu près ce qu'a fait BYD, qui était un petit fournisseur de batteries pas très fiable et puis maintenant qui est le numéro un dans l'automobile. Donc, si tu veux, ils ont un peu changé bien sûr, qu'ils capitalisent sur leur expérience des batteries, mais j'entends, ils ont changé de produit. Et du coup,
quand tu es Foxconn et que tu fais 200 milliards et que tu fabriques la grande majorité des iPhones et des PS5 et de toute une série de produits compliqués, ben, comment tu fais en fait pour faire x2 ou x3? Passer de 200 milliards à 400 milliards ou 600 milliards. Ben, il faut fabriquer des produits qui sont à haute valeur ajoutée puis qui sont chers. Tu vois? Ouais. Tu vas pas faire des connecteurs ou des petits vases de décoration intérieure. Il faut faire des choses où tu as un avantage, où tu as un intérêt. Et je pense que là, en fait, on voit la géopolitique qui s'applique plus en Chine qu'en Europe et aux États-Unis. C'est-à-dire que les Chinois, ils avaient affirmé, je crois que c'était en 2015, il y avait toute une série de technologies dans lesquelles ils ont dit, ben voilà, nous, on veut être leader, une espèce de plan, hein, comme il y avait en France. C'est le commissaire au plan, le commissariat au plan. Et en fait, la voiture électrique, ça en faisait partie. Et ben, ils y sont allés et ils y vont. Donc, en fait, Foxconn, ils ont cette feuille de route. En fait, le véhicule électrique, c'est quelque chose d'important pour mainland China. Et du coup, bah, ils fabriquent pour un tiers. Ben, ils appliquent le même modèle. C'est le même modèle d'affaires. Donc, Ouais, puis ils ont aussi c'est très logique. ils ont un super avantage aussi par rapport aux matériaux qu'ils utilisent déjà pour les iPhones, le lithium, cobalt, nickel, manganèse, justement, c'est ce que tu retrouves pour la plupart dans les batteries aussi. Ouais, Ça, mais c'est un super là, en avantage. fait, les gens racontent un peu des cracks parce que c'est vrai, mais en fait, la raison pour laquelle on n'a plus de mines dans les pays développés, c'est que ça pollue à mort d'extraire ces terres rares. C'est pas si rare que ça. Et, et du coup, on dit un peu, on agite une espèce d'éventail, mais moi, j'y crois pas du tout. C'est simplement Dans que quel sens, j'ai pas compris. ces terres rares sont pas si rares, déjà. Ouais, C'est certes. simplement que l'extraction des terres rares, enfin, c'est la plupart du temps des métaux, mais il faut prendre des tonnes et tonnes de terre. Donc, en gros, il faut creuser des trous. Et Oui. puis, il faut traiter cette terre et en extraire quelques grammes d'un métal, d'un semi-conducteur, enfin, d'une chose particulière. Donc, bien entendu, qu'il faut trouver un endroit où la proportion de ces différents métaux est un peu plus grande. Mais c'est pas. Il y en a eu en Europe, on pourrait réouvrir ces mines. C'est juste que ça pollue de ouf et qu'en fait, tu fais des trous de dingo. Il faut processer des tonnes de terre pour sortir un tout petit peu. Puis en Chine, alors évidemment, pourquoi est-ce qu'on les a laissés faire? C'est pas qu'on était complètement teubés. C'est qu'en fait, ça pollue le paysage, ça pollue l'eau. Il faut souvent de l'eau en fait pour raffiner ces choses-là. Ben, on a préféré laisser faire ça aux Chinois. Pour se donner bonne conscience. Donc Non, toi, tu dis en fait, parce que ça pollue, puis que est-ce que tu as envie d'avoir une mine en face de chez toi à Genève? J'en doute. Ça fait du bruit, c'est tes enfants ah oui, passent. le territoire n'est pas assez vaste Non, non, mais pour c'est que pas ce de fausses soit. excuses. On a un petit territoire, mais on n'est pas nombreux. On pourrait très bien extraire des minerais en fait en Suisse. En fait, on le fait pas parce que c'est moche, que ça Ben, pollue. alors tu vois où le vrai avantage justement de Foxconn pour se lancer dans l'électrique. Bah, Mis à part, tu dis les capitaux et tout, c'est que alors il y en a je deux, pense c'est pas que qu'en des fait, lignes de production, hein. ouais, ouais, mais en fait, ils ont, bah, il y en a plein, mais un immense avantage qui, à mon avis, est une bonne raison pour laquelle ils se lancent, c'est qu'en fait, la Chine, elle a décidé de se positionner comme étant l'acteur majeur de la voiture électrique. Donc, tu regardes combien de voitures tu produis, combien de voitures il faudra dans 25 ans, puis tu te dis, bon, bah, il y a un truc à prendre. Tout le monde ne va pas produire, bah, BYD, ils font leur propre voiture, bah, nous, on peut comme pour l'iPhone, être un faiseur, en fait. On va fabriquer des voitures pour tiers. OK. La deuxième chose, c'est qu'en fait, dans le véhicule électrique, il y a un nouveau chapitre, on en avait parlé, c'est en fait toute la stack software qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus importante qu'avant. Ça veut dire qu'en fait, les fabricants de voitures, ils vont peut-être plus se concentrer, ça ressemble beaucoup à un iPhone, sur le stack software, sur le design, etc., etc. Puis, ma foi, la fabrication du truc, on va la laisser faire à quelqu'un. Donc, en fait, ils ont un play beaucoup plus que dans la voiture thermique. Et puis le troisième point, c'est que ils ont aujourd'hui un chiffre d'affaires de 200 milliards. En fait, ils veulent doubler, tripler, quintupler. Ben, il faut se mettre dans des produits. Imagine qu'ils décident maintenant de faire des grille-pains. Si ça se trouve, ils en font. Mais OK, tu manges le marché du grille-pain. Ben, c'est un marché, c'est combien le marché du grille-pain? On va demander achat. Alors, what is the global market En for. passant, tu parlais de 180 000 stagiaires, ils ont 800 000 employés globalement.
Ouais, tu vois, c'est une 200 dinguerie. 000 à Sengzhou. C'est incroyable. C'est fou. Alors attends, j'ai ChatGPT qui cherche le marché global du grille-pain. Et Sengzhou, là où ils sont, ils l'appellent l'iPhone City. Je sais Bah pas si oui, tu savais ça. ouais, ouais, iPhone City. Mais moi, j'y suis allé, hein. Ah, t'étais à... Mais bien sûr, mec. Je Moi, pensais que t'étais à Shenzhen. je suis un type de terrain, moi. Bah, tu vois, le marché global, hein, sur toute la terre du grille-pain en 2024, c'est entre 5 et 15 milliards de dollars. Ben voilà. Et puis, tu n'arrives jamais à prendre plus que 30 ou 40%. Donc, ça ne vaut pas la peine. Donc, le grille-pain, c'est dead. Tu vois, ils vont pas Ouais. s'embêter. Si ça se trouve, ils en font déjà. Mais puis, le grille-pain, c'est dur de se différencier. Enfin, bref. Donc, en fait, ça a du sens d'aller dans le véhicule électrique. C'est the new hot thing. Là, je suis 100% d'accord avec toi. Donc, affaire à suivre, comme on disait. Affaire à suivre, oui. Absolument. On verra bien. Et juste pour donner un chiffre ordre de grandeur. Donc, en Europe, on a 0 usine smartphone significative. Mhm. Et le seul fabricant, enfin, que j'ai pu trouver, après, corrigez-moi, les auditeurs, si je me trompe, c'est 10 000 unités par an qui sont faites par Fairphone. Et si tu mets ça en perspective aux 500 000 par jour, c'est incroyable. Donc, en fait, on revient souvent dans nos discussions au dilemme de l'innovateur, donc le book de Christensen, en fait, de Mhm. Clayton Christensen, sur vraiment le fait que quand tu produis plus, quand tu n'as plus d'usine, tu perds ton avantage concurrentiel parce que ça devient compliqué, vraiment compliqué à innover, quoi. Alors, il y a ça, il y a la complexité liée à l'innovation, et puis il y a le fait qu'en fait, il faut introduire la notion de chaîne de valeur. En fait, nous, ce qu'on achète, c'est un iPhone, et c'est dans une boîte avec un carton, il y a le software qui est intégré, tout, 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 tout. Puis tout en bas de la chaîne de valeur, en fait, il y a l'aluminium ou le titane qui est utilisé pour la coque, il y a les composants électroniques, il y a l'assemblage des composants électroniques, il y a le fait qu'on rajoute le packaging et le fait qu'on l'envoie dans un magasin, puis que l'iPhone est disponible dans un magasin où il y a la lumière et des gens compétents pour te conseiller. Tout ça, c'est la chaîne de valeur. Et en fait, quand tu te prives de la moitié du bas, en gros, hein, le manufacturing, c'est les matériaux de base, comment on les package, comment on les met en valeur. Bah, quand toute la partie du bas, elle est plus dans tes mains, il faut lutter fort là-dessus pour le reprendre. Une autre chose, en fait, qui est intéressante, si ça, c'est la chaîne de valeur. Ici, en fait, on est dans le design. C'est Johnny Ive, là, en haut. Hein. C'est le design, c'est la classe, c'est les intellectuels. Puis ici, c'est les mineurs de fonds qui récoltent le minerai de fer. D'accord? Qu'est-ce que fait l'intelligence artificielle? Elle zigouille cette partie-là. C'est vrai. Eh oui, c'est la partie Ça fait mal, mais c'est vrai. intellectuelle, c'est la partie du haut, en fait, qui est en transformation. Et du coup, la valeur, en fait, la valeur ajoutée de cette partie-là, ou l'exclusivité qui y est liée, elle fait comme ça. Elle diminue d'ordre de grandeur. Tandis que d'aller avec une pioche dans les mines ou de fabriquer des chips comme ST Microélectronique qui est à Genève, en fait, c'est une boîte qui est absolument géniale. Personne n'en parle, personne ne sait ce qu'ils font. Mais n'empêche, c'est une boîte super importante et tout le monde s'en fiche. Donc, je pense que ce à quoi on assiste maintenant, c'est l'ère de l'intelligence abondante. Elle n'est pas uniquement artificielle, mais elle est très abondante. Et quand tu as une intelligence qui devient très, très abondante et à coût marginal nul, bah, la partie intellectuelle, si on veut, ou créative de la chaîne de valeur, eh ben, elle fait frouch. C'est comme un soufflet que tu aurais retiré du four trop tôt. Moi, j'ai une excellente recette de soufflé au fromage, mais je mets en garde les auditeurs. Si tu peux pas ouvrir le four n'importe comment, sinon ton soufflé, il fait boum. Et c'est ça, en fait, qui se passe. C'est pour ça, je pense aussi que Trump, il est si intéressé à essayer de récupérer les jobs de manufacturing, c'est que ce sont les jobs qui vont rester. Mieux vaut Ouais, être installateur sanitaire que avocat. ouais, et justement, pour rebondir là-dessus, ils te disent qu'ils ont à peu près 80 000 robots qui bossent Mhm. dans leur usine et tout. C'est-à-dire que nous, par rapport à eux, hein, enfin, quand je dis nous, c'est un peu le Western world,
on a trop de retard, impossible à revenir, quoi. Non, tu peux toujours, mais il faut être conscient en fait des conséquences des choix qu'on fait, hein. C'est be careful to what you wish because the universe is gonna conspire to make it happen. Et en fait, moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, l'Occident n'est pas du tout, en on aime l'idée en fait qu'il y ait des usines, Ouais. mais on en a en fait pas envie, tu vois? Les usines qu'on a gardées, c'est l'horlogerie. Ben ouais, parce que c'est nickel, tu vois? On est sur du petit truc, on est sur de la finesse, on est sur de l'artisanat à la chaîne, tu vois? C'est Ouais. c'est c'est pas vraiment donc oui, les robots, ils vont jouer un grand rôle, mais ils les la production, en fait, imagine une usine de pneus. C'est pas que ça sent la rose, une usine qui fabrique du papier, ça sent franchement mauvais. Moi, je suis passé près d'une usine qui fabrique du papier au Canada, je pensais qu'on était en danger de mort, tellement c'est non, mais franchement, c'est très intense comme expérience. Pourtant, le Canada, c'est vraiment gigantesque, tu as de la place, c'est pas et là, c'était pénible. En fait, tu coupes du bois et tu rajoutes des produits chimiques, puis il en sort du papier, mais c'est vraiment ça sent c'est extrêmement pénible, en fait, comme odeur et je suis pas du tout certain, en fait, qu'on ait envie de se remettre dans cette réalité, mais je pense que ce sera un mix entre l'industriel, l'artisanat, les produits très finement ouvragés, le luxe, ces choses-là. LVMH, à mon avis, en fait, en sous-traitant la production, a fait une immense erreur stratégique. OK. Tu vois? Ils se sont gavés, en fait, mais c'était une erreur. En fait, les gens qui payent un sac, je sais pas combien ça coûte un sac comme ça, mais des quelques milliers de francs. Bon, voilà, c'est un sac. Il y a pas une performance technique qui est incroyable. En fait, ce que tu achètes, c'est une histoire et Mmh. et 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 f et faire en sorte que ça puisse se fabriquer ailleurs, en fait, c'était une question d'augmenter les profits, mais je pense que c'était une erreur. C'est comme si on faisait fabriquer du vin, du bordelais, je ne sais pas où en Amérique du Sud, puis qu'on mettait Bordeaux dessus. C'est une erreur. En fait, il faut garder ça sur le territoire. Donc je pense qu'on va revenir en fait à un truc un petit peu plus cogné au coin du bon sens et puis il va falloir rapatrier ces jobs. Parce que de nouveau, les jobs en fait dans la créativité, hem, l'organisation, la gestion de projet, tout ce qui concerne, la manipulation en fait des informations, ça va diminuer en termes de ce que tu peux facturer derrière. Mais alors c'est là où ça me trigger une question en fait, c'est que comme tu dis, enfin cette partie l'IA, elle va la bouffer donc Mmh. marketing, branding et cetera et d'un côté, on veut pas remettre les mains dans le cambouis. Donc on fait quoi en fait? Faire du foot, il faut c'est pour ça. Moi je pense, faire du foot, faut être banquier, voilà. On n'a pas 36 possibilités. C'est pour ça que moi je fais ce podcast avec toi Younes, c'est pour essayer de rentrer dans la banque par le par par la bande. Non, je blague, mais je pense qu'il faut pas avoir trop peur, en fait. Il faut être capable, en fait, d'être un peu fluide et puis d'adopter ces nouvelles technologies. Tous les pays du monde vont pas se mettre à embrasser, l'IA et ses possibilités incroyables en 5 minutes. La Suisse, elle est bien positionnée parce que les gens sont bien formés. C'est un pays très libéral où on a l'habitude d'entreprendre. Donc en fait, on a tout pour bien faire, mais il faut simplement y aller et puis de manière, volontaire, coordonnée et décidée. Il faut pas là, c'est pas le moment d'avoir les mains dans les poches. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Je pense qu'on a fait le tour pour, Foxconn, les Je crois. tarifs et tout. On nous a donné pas mal d'infos. Donc, on va continuer à décortiquer, un peu décrypter ce qui se passe en Chine, parce que franchement, ils sont vraiment, vraiment, vraiment en avance, hein. Moi, j'ai un peu répertorié une vingtaine d'innovations technologiques et puis davantage sur nous, petits Européens et aussi les Américains. Enfin, ils sont en stress, hein. On imagine que Trump, il fait pas tout Mmh. ça parce que il veut récupérer de l'argent. C'est que ça va au-delà des finances. C'est sûr. Pascal, je te remercie. Younes, merci infiniment, c'était sympa. Belle journée. Ciao, ciao. Ciao.